La Russie profite de la guerre. Le plan secret de Poutine semble fonctionner. Pendant que tout le monde occidental a les yeux rivés sur le Moyen-Orient, pendant que Merz et ses alliés rivalisent de déclarations morales et que les journaux télévisés commentent heure après heure l'escalade dans la région, quelque chose d'essentiel se produit en arrière-plan. Quelque chose dont presque personne ne parle. La Russie encaisse des milliards jour après jour. Les prix du pétrole flambent. Les sanctions occidentales révèlent ce qu'elles ont toujours été, une farce. Et à Moscou, Poutine observe la scène avec calme, presque avec satisfaction. Car ce qui se déroule aujourd'hui, il l'avait annoncé depuis longtemps. Mais en Occident, personne, absolument personne, n'a voulu l'écouter. Et maintenant, c'est nous qui en payons le prix, pas la Russie. Regardons les faits. Les données rassemblées par l'équipe de World Monitor le montrent clairement. Le conflit au Moyen-Orient agit comme une bouée de sauvetage économique pour l'économie russe en difficulté. 63 articles d'actualité, 2 signaux d'alerte, niveau relevé. La Russie est de retour dans le jeu. Mais ce n'est pas tout. Pendant que Berlin, Bruxelles et Washington concentrent toute leur attention sur l'Iran, pendant que Merz se met en scène comme l'homme fort capable de tenir tête au Kremlin, Moscou exploite la situation avec un sang-froid implacable. Les prix du pétrole montent, et chaque dollar supplémentaire par baril fait affluer des milliards dans la caisse de guerre de Poutine. Pas dans de mystérieux comptes offshore, mais directement dans les caisses de l'État russe. De l'argent que les sanctions étaient censées empêcher d'exister. De l'argent qui, selon la logique de nos responsables politiques, ne devrait même pas circuler. Et pourtant il circule. Comment est-ce possible? La réponse est aussi simple que brutale. L'Occident s'est lui-même piégé. Les sanctions contre la Russie, ces mesures historiques, prétendument sans précédent, censées mettre le régime de Poutine à genoux, ne fonctionnent pas. Elles n'ont jamais vraiment fonctionné. Au lieu de cela, elles ont plongé l'Europe dans une crise énergétique, fragilisé notre industrie, alimenté l'inflation et, en parallèle, ouvert de nouveaux marchés à la Russie. La Chine, l'Inde et une grande partie du Sud global continuent d'acheter du pétrole et du gaz russe à prix réduit. Certes, à prix cassé, mais ils achètent. Et aujourd'hui, alors que le Moyen-Orient s'embrase et que l'incertitude secoue les marchés mondiaux, la Russie revient soudain dans la cour des grands. Bien sûr, les médias occidentaux en parlent à peine. On nous montre des images d'explosiés, de réfugiés, de dirigeants au visage grave, mais on ne nous montre pas les chiffres. On ne nous explique pas comment les exportations russes augmentent, comment l'économie se stabilise, comment Poutine transforme la crise en opportunité stratégique. À la place, on entend toujours la même rengaine. La Russie est isolée, la Russie est affaiblie, la Russie est au bord de l'effondrement. Voilà 2 ans qu'on nous répète cela. 2 ans qu'on attend cet effondrement. Et 2 ans qu'il ne vient pas. Et puis, il y a l'autre élément clé, la Chine. 124 signaux, niveau critique. La 2e puissance économique mondiale se rapproche de plus en plus de Moscou. Exercices militaires conjoints, projets économiques communs, coordination diplomatique renforcée. Une relation que l'Occident considère comme une menace stratégique, et non sans raison. Car ce qui est en train de se produire dépasse largement une simple coopération ponctuelle. Nous assistons à une recomposition progressive de l'équilibre des puissances à l'échelle mondiale. Pendant que l'Europe se déchire dans des débats internes, pendant que l'Allemagne, sous la direction de Merz, mène une politique envers la Russie qui nous affaiblit davantage qu'elle ne touche Moscou,
la Russie et la Chine renforcent patiemment une alliance capable, à long terme, de concurrencer sérieusement l'influence occidentale. Et une question revient sans cesse. Personne n'a-t-il vu cela venir? Bien sûr que si. Poutine lui-même l'a évoqué à plusieurs reprises, publiquement. Mais en Occident, qui écoute vraiment ce que dit Poutine? Exactement. Vous souvenez-vous du débat autour de Nord Stream? De Gerhard Schröder, accusé d'être le relais de Poutine simplement parce qu'il soutenait ce projet de gazoduc? La vidéo que nous avons consacrée à ce sujet a été la plus regardée de notre chaîne, avec 346 000 vues. Pourquoi un tel intérêt? Parce que beaucoup de gens ont le sentiment qu'à l'époque, on leur a vendu une version de la réalité qui ne correspondait pas aux faits. Nord Stream représentait pour l'Allemagne une véritable artère énergétique, une source d'énergie bon marché et fiable. Ce gazoduc aurait pu renforcer notre industrie, réduire nos coûts énergétiques et préserver notre compétitivité. Au lieu de cela, il a été détruit. Officiellement, on ne sait toujours pas par qui. Officieusement, chacun a sa propre idée. Et aujourd'hui, nous en payons les conséquences. Des prix de l'énergie qui explosent, une désindustrialisation progressive et une économie qui vacille. Pendant ce temps, la Russie vend simplement son gaz ailleurs, et avec profit. Dans ce jeu, il n'y a qu'un seul véritable perdant, nous. Et c'est là qu'entre en scène Friedrich Merz, le nouveau chancelier allemand. Un homme qui a clairement choisi son camp. Anti-russe, pro-OTAN, favorable aux sanctions et à l'escalade. Un homme qui ne se contente pas de répéter les erreurs du passé, mais qui les amplifie. Merz se présente comme un dirigeant ferme, déterminé, presque comme un homme d'État, mais en réalité, il conduit l'Allemagne droit vers une impasse. Sa rhétorique peut plaire au cercle atlantiste, elle peut susciter les applaudissements des bureaucrates bruxellois, mais pour les citoyens de ce pays, elle signifie une seule chose: davantage de confrontations, des prix plus élevés et une sécurité de plus en plus fragile. Merz a choisi de se ranger du côté de ceux qui considèrent la Russie comme un ennemi. Pas comme un partenaire, pas comme un voisin, mais comme un adversaire qu'il faudrait vaincre. Le problème, c'est que la Russie ne se laisse pas vaincre aussi facilement, ni économiquement, ni militairement, ni politiquement. L'histoire l'a démontré à plusieurs reprises. Et pourtant, nous continuons d'avancer à toute vitesse vers le mur. Poutine avait pourtant averti des conséquences d'une telle escalade. Il avait affirmé que l'élargissement de l'OTAN vers l'Est constituait une ligne rouge. Il avait prévenu que le soutien militaire à l'Ukraine risquait de transformer le conflit en guerre par procuration. Il avait aussi averti que les sanctions se retourneraient contre leurs auteurs. Et quelle a été notre réaction? Nous l'avons ignoré. Nous l'avons réduit à l'image d'un dictateur, d'un agresseur, d'un dirigeant avec lequel toute négociation serait impossible. Et nous voilà maintenant dans cette situation. Dans un monde où la Russie tire des bénéfices économiques pendant que l'Europe saigne. Dans un monde où la Chine et la Russie se rapprochent toujours davantage tandis que l'Occident se fragmente. Dans un monde où les prix du pétrole grimpent et remplissent les caisses du Kremlin pendant que nos citoyens s'inquiètent devant les pompes à essence. Petite remarque au passage. Les contenus n'atteignent pas toujours tout le monde. Un abonnement, l'activation de la cloche ou un simple commentaire peuvent aider à maintenir leur visibilité.
Mais ce qu'il y a de plus troublant dans toute cette situation, c'est que personne, ni dans les grands médias, ni dans la sphère politique, ni dans les institutions bruxelloises, ne semble avoir le courage de formuler cette réalité pourtant évidente. À la place, on nous sert en boucle les mêmes formules creuses. La Russie doit être stoppée. Poutine ne doit pas gagner. Nous sommes aux côtés de l'Ukraine. Nous défendons nos valeurs, nos fameuses valeurs. Mais de quelles valeurs parle-t-on exactement? Celles qui justifieraient la destruction de Nord Stream? Celles qui nous conduisent à soutenir une guerre par procuration coûtant des centaines de milliers de vies humaines? Celles qui affaiblissent notre propre économie pendant que nous prétendons défendre la démocratie? Tout cela finit par donner le vertige. Regardons pourtant qui tire réellement profit de cette situation. Certainement pas l'Ukraine. Le pays est ravagé, ses infrastructures détruites, des millions de personnes ont fui. Zelensky multiplie les déplacements dans les capitales occidentales, prononce des discours, réclame davantage d'armes, davantage d'argent, davantage de soutien. Et nous continuons de fournir. Des milliards et encore des milliards disparaissent dans ce qui ressemble de plus en plus à un puits sans fond. Des fonds publics allemands qui pourraient être investis dans les écoles, les infrastructures ou le soutien à notre propre population prennent le chemin de l'Ukraine. Et dans quel but? Pour que la guerre continue, pour que davantage de vies soient sacrifiées, pour que Zelensky puisse maintenir son image de héros du monde occidental. Pourtant, un véritable homme d'État chercherait la négociation. Un véritable dirigeant chercherait la paix. Au lieu de cela, Zelensky se met en scène comme un président de guerre, interdit toute négociation avec la Russie par décret et s'inscrit ainsi dans une spirale d'escalade qui ne produit que des perdants, à l'exception d'un seul acteur, la Russie. Car pendant que l'Ukraine s'épuise, pendant que l'Europe trébuche économiquement, et pendant que les États-Unis, sous la présidence de Trump, poursuivent avant tout leurs propres intérêts, Poutine observe la situation et encaisse les bénéfices. Les prix du pétrole ont explosé. Chaque nouvelle tension au Moyen-Orient les pousse encore plus haut. Et la Russie, l'un des plus grands producteurs d'énergie au monde, en tire un avantage direct. Les sanctions? Une plaisanterie. Elles ont forcé la Russie à chercher de nouveaux débouchés, à développer de nouveaux partenariats et à diversifier son économie. Ce qui devait être une punition s'est transformé, dans une certaine mesure, en moteur d'adaptation. La Russie produit désormais davantage sur son propre territoire, dépend moins de l'Occident et a trouvé de nouveaux marchés en Asie, en Afrique et en Amérique latine. L'Occident voulait isoler la Russie, mais en réalité, il s'est peut-être isolé lui-même. Et puis, il y a la question chinoise. À Pékin, on observe attentivement tout ce qui se passe en Occident. Les dirigeants chinois voient comment l'Europe s'inflige ses propres difficultés, comment la politique de sanctions produit des effets inverses,
comment la crise énergétique freine l'économie. Et ils en tirent leurs propres conclusions. La Chine et la Russie ne sont pas des alliés naturels. C'est vrai. Historiquement, leurs relations ont souvent été marquées par la méfiance, la rivalité et des tensions persistantes. Pourtant, l'Occident a réussi ce qui semblait presque impossible, rapprocher Moscou et Pékin. Par les sanctions, par la confrontation, par une politique qui traite les deux pays comme des menaces simultanées, il a contribué à les souder. Et aujourd'hui, nous nous retrouvons face à un partenariat qui représente un défi considérable sur les plans économiques, militaires et politiques. 124 signaux. Niveau critique. Cela devrait nous faire réfléchir, mais au lieu de cela, Merz durcit encore le ton, se range toujours plus fermement du côté de l'OTAN et promet une solidarité encore plus forte avec l'Ukraine. Une direction qui soulève de nombreuses interrogations. L'ironie de toute cette histoire, c'est que Poutine avait annoncé une grande partie de ces évolutions. Dans ses discours, dans ses interviews, dans ses déclarations publiques, il avait, à plusieurs reprises, averti que l'expansion de l'OTAN, l'implication croissante en Ukraine et l'escalade des sanctions pourraient conduire précisément à la situation actuelle. En Occident, ces propos ont souvent été rejetés comme de la propagande, comme les menaces d'un dirigeant autoritaire ou comme la rhétorique d'un homme nostalgique de l'ancienne puissance soviétique. Peut-être que certaines de ces critiques sont fondées. Peut-être que Poutine est effectivement un dirigeant autoritaire, déterminé à restaurer l'influence de la Russie. Mais cela ne signifie pas nécessairement que toutes ces analyses étaient erronées. Sur certains points, il semble avoir anticipé certaines dynamiques que beaucoup de responsables occidentaux ont sous-estimées. Les divisions internes du camp occidental, la vulnérabilité économique de l'Europe et la tendance des États-Unis à privilégier avant tout leurs propres intérêts. Aujourd'hui, Donald Trump est de retour à la Maison-Blanche. Un président qui s'est souvent montré sceptique face aux conflits prolongés et aux guerres par procuration. Il a même affirmé publiquement qu'il pourrait mettre fin au conflit en Ukraine en 24 heures. Peut-être s'agissait-il d'une exagération, peut-être d'une formule de campagne. Mais une chose paraît claire, Trump n'a guère d'intérêt à investir indéfiniment des milliards dans un conflit dont l'issue reste incertaine. Sa logique repose sur des accords, des résultats rapides, des arrangements pragmatiques lorsque cela sert les intérêts américains. Cela signifie que l'Ukraine ne peut plus compter avec la même certitude sur un soutien américain illimité. L'Europe se retrouve donc davantage exposée. Et l'Europe, sous la direction de dirigeants comme Merz, Ursula von der Leyen et d'autres responsables, semble souvent répondre par davantage des mêmes politiques qui, jusqu'ici, n'ont pas apporté de solutions durables. Ce que nous observons aujourd'hui ressemble à un véritable séisme géopolitique. Le conflit au Moyen-Orient n'est pas simplement une guerre régionale parmi d'autres. Il agit comme un catalyseur d'un basculement plus large dans l'équilibre des puissances mondiales. La Russie exploite l'incertitude pour renforcer sa position. La Chine observe attentivement et en tire des leçons. Pendant ce temps, l'Occident se perd dans ses divisions internes, ses querelles politiques et ses affrontements idéologiques. Et au bout du compte, ce sont les citoyens qui en paient le prix. Des factures d'énergie plus élevées, des denrées alimentaires plus chères, des salaires réels qui stagnent ou reculent, et un sentiment de sécurité qui s'érode.
Mais l'essentiel, nous dit-on, serait d'être du bon côté de l'histoire. L'essentiel serait de conserver la supériorité morale. L'essentiel serait de pouvoir affirmer que nous n'avons pas laissé Poutine agir sans opposition. Et pourtant, la solution pourrait sembler simple sur le papier. Diplomatie, négociation, pragmatisme. Reconnaître que la Russie possède, comme tout État, des préoccupations de sécurité qu'elle considère comme légitimes. Reconnaître que l'Ukraine aurait peut-être pu jouer un rôle de zone tampon plus neutre entre l'Est et l'Ouest. Reconnaître que Nord Stream représentait pour l'économie européenne une infrastructure énergétique essentielle. Reconnaître aussi que certaines sanctions ont eu des effets plus lourds pour l'Europe que pour la Russie elle-même. Mais admettre cela impliquerait de reconnaître des erreurs. Cela impliquerait de remettre en question des années de discours politiques et médiatiques. Cela impliquerait aussi d'accepter de s'asseoir à la table des négociations avec Poutine. Et pour le gouvernement Merz, pour les institutions bruxelloises et pour une grande partie des élites occidentales, une telle perspective semble difficilement envisageable. Beaucoup préfèrent continuer sur la même voie, plutôt que d'admettre qu'une partie de la stratégie pourrait avoir été mal évaluée. Pendant que tu regardes cette vidéo, des décisions se préparent dans les coulisses politiques. Des décisions qui pourraient avoir des conséquences concrètes pour chacun d'entre nous, que nous le voulions ou non. La vraie question est donc la suivante. Es-tu prêt? As-tu un plan? Si ce n'est pas le cas, regarde le lien sous cette vidéo. Notre nouveau système de préparation aux crises explique comment se protéger sur les plans juridiques, financiers et pratiques avant que de nouvelles mesures importantes n'entrent en vigueur. Car attendre sans se préparer pourrait coûter cher à long terme. Poutine est assis à Moscou et il sourit. Pas parce qu'il serait un génie, pas parce qu'il aurait élaboré un plan parfait qui se déroule exactement comme prévu, mais parce que l'Occident lui a rendu la tâche incroyablement facile. Parce que nous avons accumulé erreur sur erreur. Parce que nous sommes parfois aveuglés par l'idéologie, hésitant sur le plan stratégique et persuadés d'avoir toujours raison sur le plan moral. Pendant ce temps, la Russie tire un profit considérable de la guerre, jour après jour. Tandis que nous débattons pour savoir s'il faut envoyer davantage de chars en Ukraine, renforcer encore les sanctions ou juger Poutine devant un tribunal international, Moscou encaisse des milliards grâce au pétrole. Pendant que nous nous convainquons de notre supériorité morale, la bataille économique devient de plus en plus difficile pour nous. Pendant que nous affirmons être du bon côté de l'histoire, nous avançons vers une situation de plus en plus fragile. La vraie question est donc la suivante. Quand allons-nous ouvrir les yeux? Quand admettrons-nous que certaines politiques n'ont pas produit des résultats attendus? Quand cesserons-nous de répéter les mêmes erreurs? Peut-être pas de sitôt. Car cela demanderait du courage. Cela impliquerait d'aller à contre-courant. Cela impliquerait de dire des choses que beaucoup préfèrent ne pas entendre. Et c'est précisément l'objectif de cette chaîne. Évoquer ce que d'autres passent sous silence, ce que certains médias évitent d'aborder, ce que les responsables politiques ne disent pas toujours ouvertement, ce qui se décide parfois dans les coulisses à Bruxelles. Dire simplement ceci. La Russie tire profit de la guerre. La stratégie de Poutine semble fonctionner. Non pas nécessairement parce qu'elle serait brillante, mais aussi parce que les réponses occidentales ont souvent été maladroites. Et tant que rien ne change, la dynamique actuelle pourrait se poursuivre, jour après jour, milliard après milliard,
avec le risque que l'Europe s'affaiblisse pendant que d'autres puissances gagnent en